Alors, bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission. Nous allons aujourd'hui parler, bien sûr, de cette horrible tragédie à Newton, aux États-Unis. On va tout de suite rejoindre Marie-Joëlle Parent, qui est au bout du fil, correspondante pour l'agence QMI. Marie-Joëlle, donc, c'est les premières là, funérailles d'une longue série funéraire, finalement, aujourd'hui. D'une longue série funéraire qui va se tirer probablement sur 2 semaines. Richard, je me trouve devant le salon funéraire de la ville de Newtown, donc sur la rue principale. Et en ce moment, la famille, les proches du petit Jack Pinto, qui venait toujours d'avoir 6 ans, arrivent au salon funéraire pour la cérémonie. Il va ensuite être enterré au cimetière de Newtown. Donc, c'est le premier d'une longue et pénible série de funérailles. Le petit Jack Pinto était un grand fan des Giants, l'équipe de football. Et d'ailleurs, hier soir, les joueurs de cette équipe lui ont rendu hommage. Son joueur préféré, Victor Cruz, d'ailleurs, portait sur ses chaussures. On a vu plusieurs photos. Jack Pinto, mon héros. D'ailleurs, il a appelé la famille. Donc, les médias sont en grand nombre pour couvrir ces funérailles. Je dois dire qu'il y a un grand respect de la presse en ce moment et plusieurs critiquent le fait qu'il y a beaucoup trop de médias en ville et plusieurs disent qu'il faut enfin laisser ces familles tranquilles. Mais je dois dire, tous sont de l'autre côté de la rue, gardent leur distance et prennent des photos. Comme je disais, de l'autre côté de la rue, il y a évidemment une grande présence policière pour éviter justement qu'il y ait des gens qui essaient de s'introduire dans la cérémonie très, très privée. J'imagine qu'il y a beaucoup de tristesse, mais est-ce que vous sentez aussi un peu une pointe de colère de la part de la population en encore une autre tuerie? Les gens à qui on parle, bon, il y a évidemment des gens qui affluent de toute la côte est pour venir se recueillir sur un des nombreux mémoriaux là, qui sont absolument partout en ville. Ça se sent juste que sur l'autoroute. Il y a des oursons en peluche partout, des anges plantés sur les pelouses des maisons. Et les gens à qui j'ai parlé ce matin me disaient « assez, c'est assez ». Donc, ils disent il faut que le monde entier connaisse le drame qui s'est passé ici parce qu'il faut vraiment que les choses changent. Évidemment, tout le monde tient le même refrain. Assez, c'est assez. Il y a aussi une tension constante en ville parce que, bon, vous avez entendu parler hier de cette église qui était en pleine cérémonie, Oui. l'église catholique Sainte-Rose de Lima, qui a été évacuée en pleine cérémonie à cause d'une fausse alerte à la bombe. Et là, un peu plus tôt ce matin, une autre école de la région qui se trouve à environ 20 miles, donc à environ moins de 30 kilomètres, 2 écoles de Ridgefield et Reading ont été évacuées à cause d'une autre possible menace. Quelqu'un aurait aperçu un homme armé près d'une station de train. Tout a été, évidemment, l'alerte a été levée depuis, mais vous imaginez le stress que vivent les gens de la région. On imagine que ça va se poursuivre comme ça, là, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Dernière question, Marie-Joëlle. Oui. Lorsque le président Obama a dit « Nous devons changer, il doit y avoir des changements, je vous le jure, je vais prendre des mesures », est-ce que les gens le croient ou on dit qu'il n'a pas le courage nécessaire pour affronter l'important et très puissant lobby des armes? Je pense, Richard, que les gens qui ont une opinion là-dessus se trouvent dans le reste des États-Unis en ce moment, mais la douleur est encore tellement lourde ici que les gens ne sont pas rendus à se poser ces questions-là. Ils étaient surtout vraiment honorés et ils ont eu un peu de réconfort là, de la visite d'Obama, mais ils ne sont pas encore dans cette discussion-là. Là, c'est vraiment... Ils commencent à enterrer leurs enfants et après, je pense qu'ils vont vraiment se pencher là-dessus. Ben, tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Joëlle Parent. Merci, correspondante de l'agence QMI là-bas à Newton. Avec nous, Robert Bernier, professeur à l'ENAP dans nos studios de Sherbrooke. Joanne Marcotte, auteure et blogueuse avec nous dans les studios de Québec. Bon, Monsieur Bernier, est-ce que vous croyez que le président Obama va vraiment avoir le courage d'affronter le lobby des armes à feu, qui est le lobby le plus important aux États-Unis, là? Ça va être très difficile. Au moment où on se parle, il est aux prises avec le Sénat pour les questions de nature budgétaire, pour passer effectivement 600 milliards. Et vous le savez, c'est très difficile. Le Sénat est très récalcitrant. Il y a aussi, bien entendu, le deuxième amendement, il y a le NRA. Mais à travers tout cela, je pense que peut-être il y a une fenêtre qui pourrait se réouvrir pour les fusils d'assaut. On se rappelle que Bill Clinton, en 1994, avait réussi à faire passer dans les 2 chambres le bannissement des fusils d'assaut. Et en 2004, l'accord a expiré et finalement, il n'a jamais été reconduit. Peut-être que du côté des fusils d'assaut, il peut le faire. Mais il faut dire aussi, écoutez, vous êtes dans une société où le management de la violence se profile quotidiennement et rend très difficile, si vous voulez, les changements de comportement et aussi les changements d'attitude.
à l'égard des armes à feu. C'est ça, c'est une culture, là. Je pense pas que des lois vont changer une culture, un rapport profond des Américains avec les armes à feu. Là, on parle de l'inconscient d'un peuple. Joanne Marcotte, on vous dit, on vous catégorise souvent comme la femme de droite. Une femme de droite, vous le dites vous-même, droite fiscale, droite économique. Qu'est-ce que vous pensez des libertariens qui disent on ne veut pas de mesures de contrôle des armes à feu, chacun a le droit de s'armer s'il le faut, et en fait, la solution, ce serait d'aller à l'école avec une arme et un gilet pare-balles. Vous en pensez quoi de tout ça? J'en pense que présentement, à l'heure où on se parle, qu'il s'agisse des gens pro-État, anti-État, pro-port d'armes, anti-port d'armes, j'ai le goût de leur dire taisez-vous. Taisez-vous, c'est pas le temps. C'est juste pas le temps. Là, vous m'avez demandé de venir commenter ça ce midi, là. Je ne suis pas une experte. Je ne suis pas... ma perspective à moi, c'est que je suis une mère puis une grand-mère. Alors, on est tous parents, là, présentement. On est parents et grands-parents, puis le reste nous apparaît totalement futile. Je pense qu'il faut respecter effectivement le rythme et les rites pour consoler les inconsolables. C'est irréparable, c'est inconcevable, c'est inimaginable, c'est tout ce que vous voulez. Et là, il y a une période, à un moment donné, où on doit se restreindre, on doit vraiment respecter le deuil, faire le deuil. Et puis, oui, sûrement qu'on aura à se poser, puis probablement que les germes de la réflexion sont là présentement. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas... Et on veut croire qu'il y a des solutions. Mais en a-t-il seulement? Est-ce qu'il en existe? Je n'ai pas le goût aujourd'hui de blâmer la directrice qui a ouvert la porte, de blâmer la mère, de blâmer ni même une culture. On a chez nous, nous autres aussi, au Québec, nos tireurs fous. Et donc, je suis très, très, très ambiguë là-dessus. Mais je souhaiterais que l'on ait sémé avec ce geste absolument horrifique, là, les germes d'une réflexion pour protéger nos jeunes. Ce sont des petits, là, vraiment, je trouve ça d'une lâcheté innommable. Innommable. Je veux vous entendre à la maison tout le long de l'émission. Vous pouvez nous contacter aux numéros qui vont apparaître un peu plus tard à l'écran. Robert Bernier, j'entendais un journaliste américain qui interviewait le président de la National Rifle Association, le lobby des armes, et qui lui demandait, écoutez, est-ce que c'est important, est-ce que vous pensez qu'on est rendu vraiment à un resserrement des contrôles des armes à feu? Et le président de la NRA disait, écoutez, ce n'est pas le temps d'en parler. Et là, il y a Michael Moore, le documentariste, qui a répondu en disant, bien là, si c'est pas le temps d'en parler présentement, ça va être quand? Si on n'en parle pas présentement, ça va être quand? Il faut attendre quoi? Une autre tuerie? On ne peut pas aller plus loin que ça, là. On parle de 20 enfants qui ont été tués, là. Je pense qu'on a touché le bout, on a touché le fond du baril, là, aux États-Unis. Oui, mais au-delà, si vous voulez, de la question des armes à feu ici, il y a une société de plus en plus compétitive, hein, où les individus qui ont de la difficulté à s'intégrer à l'intérieur du système sont marginalisés. Et finalement, au moment où on se parle, peut-être qu'il faudrait commencer aussi à penser au dépistage des enfants, même des adultes qui pourraient poser des problèmes mentaux et arriver, si vous voulez, à poser des gestes comme ceux-là. Il n'y a pas seulement... La question des armes à feu est tout à fait fondamentale, mais il y a aussi la question du dépistage des gens marginalisés dans une société de plus en plus compétitive. Et donc, l'accès aux armes à feu qui est peut-être un peu trop facile. Et de l'autre côté, il y a l'accès aux soins de santé mentale qui n'est pas très facile. Qui n'est pas facile, on le sait, avec un système quand même privé où, effectivement, les gens ne sont pas tous bien assurés. Mais là, au centre de tout cela, il y a toute la question, si vous voulez, pour ainsi dire, du comportement des individus dans une société qui a intégré, pour ainsi dire, qui a internalisé, si vous voulez, les armes à feu comme un moyen, finalement, de se protéger. Et ça, c'est modifier, changer l'attitude. Ça va prendre plusieurs années, mais ceci étant dit, je suis convaincu, moi, qu'on peut, si vous voulez, revenir à bannir les armes d'assaut
comme Clinton l'avait fait en 1994. Ça ne sera pas possible à court terme, mais ça peut se faire d'ici 2 ans, 3 ans. Ça, j'y crois. Et c'est pas, Joanne, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment faire du mal va toujours trouver un moyen, malheureusement, de le faire. Sauf que là, on voit Charlton Heston, qui était l'ancien président de la National Rifle Association et qui brandissait son arme à feu, puis qui disait, là, vous allez devoir me tuer pour m'enlever mon gun de mes mains, parce que tellement c'est important pour moi. On se souvient de cette scène-là. Donc, il va quand même avoir, là, une fois que la poussière va être retombée, que le deuil va être fait, on ne peut pas passer à côté aux États-Unis là, de ce débat-là, qui est un débat de fond quand même, là, qui traîne depuis longtemps, depuis plusieurs années. Je pense pas. Je pense pas qu'on puisse passer à côté. Logiquement, c'est difficile d'imaginer qu'on ne peut pas au moins tenter de diminuer la probabilité que ces gestes-là se produisent. Puis oui, on a le côté de durcir un peu l'accessibilité ou en tout cas de surveiller à qui. Je ne peux pas croire que tous les types d'armes sont nécessaires pour protéger la vie de quelqu'un. On ne refera pas l'histoire des Américains non plus. Elle est fondée justement sur cette espèce de liberté ou cette espèce de droit de se protéger contre un État tyrannique. On ne refera pas leur histoire. Et donc, c'est ça. Et puis, oui, il y a la question de l'accès aux soins de santé pour des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Très important. Est-ce que c'est absolument nécessaire qu'une famille, par exemple, je veux dire, on a une responsabilité individuelle aussi de surveiller où on range nos armes, comment on les range. Est-ce que ça en prend 6, 10 dans une maison? Tu sais, il y a une réflexion, certainement qu'il y a une réflexion à faire là-dessus, vraiment. Puis souhaitons que les parents qui ont des enfants, justement, ou en tout cas des jeunes adultes, où on soupçonne peut-être des élans de furie furieuse, qu'on puisse les aider. Je veux dire, j'ai pas le goût de simplifier. C'est pas simple. Non, c'est un cocktail d'ingrédients. C'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas propre aux États-Unis. Ce n'est pas propre aux Américains. On va vous entendre à la maison. On veut vous entendre à la maison. Les numéros apparaissent ici-bas. Vous pouvez nous appeler. On s'en va tout de suite à la pause. Monsieur Bernier, un peu plus tôt, là, avant la pause, Joanne Marcotte disait fort justement qu'il n'y a pas d'explication simple, il n'y a pas de solution miracle. Là. Mais je ne sais pas comment vous êtes senti, mais moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là, et tout le long du week-end, j'avais le goût de parler, j'avais le goût de parler à mes voisins, de parler aux gens que je rencontrais dans la rue. Puis ça, c'est une notion très importante aussi, de retrouver le sens de la communauté. Je pense que c'est très important de savoir ce qui se passe dans la maison de nos voisins, de leur parler, de parler à les enfants, de les connaître. On a perdu ça en Amérique du Nord. Écoutez, nous vivons dans une société qui est très individualiste, vous le savez, mais il y a aussi un autre élément, que lorsque des crises surviennent, des crises comme celle-ci, il y a, si vous voulez, un mouvement de rapprochement, de communication, un mouvement communautaire qui s'établit entre les gens. Les gens se parlent beaucoup. C'est un phénomène qu'on voit aux États-Unis. C'est un phénomène qu'on pourrait voir ici au Canada. Mais moi, je voudrais insister sur un autre élément bien important. La banalisation de la violence dans les médias. Cette culture de la violence, effectivement, dans les films, dans les moyens de communication, qui est véhiculée, si vous voulez, à chaque instant. On sait que psychosociologiquement parlant, ça peut avoir un effet sur de très jeunes enfants, surtout lorsque c'est renforcé constamment et adapté à l'évolution technologique et au goût des jeunes. Monsieur Bernier et puis Joanne, les affiches, prenons rien que les affiches de cinéma américain, là. C'est comme 80 des affiches, c'est Arnold avec un gun, Tom avec un gun, Sylvester avec un gun, Bruce avec un gun. Il n'y a pas un autre pays où on voit tant d'acteurs brandir des armes à feu sur les affiches de films. On dirait que 3 films sur 4, c'est une histoire de papa t'es mort aux États-Unis. Tout le temps. Là, je ne dis pas nécessairement qu'il y a une corrélation entre ça, mais c'est vrai, Joanne, que c'est vraiment dans la culture américaine, le gun. Oh, la culture américaine, je ne suis pas certaine. Je pense que aussi d'étiqueter ça, comme de blâmer un peuple pour une culture qui finalement tue ses enfants, quand chez nous, on observe la même chose. Eh boy, j'hésiterais à donner des leçons, là, bien franchement, Richard. Là. Il y a quelque chose
de pas palpable, là, vraiment. Là-dedans, il y a la faiblesse, il y a la lâcheté, il y a de s'en prendre à des jeunes aussi. Ce sont des mâles blancs qui font de tels actes. Il y a quelque chose là. C'est comme je vous dis, je ne suis pas une sociologue, je ne suis pas une psychiatre, mais aujourd'hui, là, j'ai pas le goût d'avoir d'explications. J'ai pas le goût qu'on m'explique que c'est simple, cette affaire-là. C'est complexe. J'ai pas le goût non plus de me dissocier, de me distancer de ça, puis de dire, nous, on est clean, les autres sont pas clean. Comprends-tu? Tout le monde, on doit tous faire une réflexion, ici comme ailleurs. Et puis souhaitons que ces jeunes poupons-là, c'est quasiment des poupons au berceau qu'on a tués. Là, vraiment, souhaitons que ça rapporte au moins des germes de réflexion pour nous amener. On est tous des parents aujourd'hui. On a Carole au bout du fil. Carole, on vous écoute. Oui, bien écoutez, moi, j'ai une expérience personnelle que j'ai, mais je comprends très bien le propos de M. Bernier. J'étais la première, moi, mais j'avais des enfants très jeunes, un enfant de 5 ans et 5 mois, quand mon mari, chauffeur de taxi, s'est fait assassiner pour à peu près 80 $, OK? Puis on était vraiment... Et quand les détectives sont venus chez nous, moi, j'étais révoltée parce que mes enfants n'avaient même pas un fusil, évidemment, de jouet, puis rien, parce que... Et là, j'ai fait une crise sur la violence qu'il y avait, un peu ce que M. Bernier disait partout et tout ça. Et là, j'avais 2 détectives de l'époque, les 2 plus célèbres, n'est-ce pas, qu'il y avait dans les années 80, qui m'ont dit, écoutez, madame, de tout temps, je compte les armes, là, on s'entend, mais de tout temps. Au Moyen-Âge, c'était des arcs et des flèches, c'était des couteaux, c'était n'importe quoi. Je veux dire, de tout temps, il y en a eu. Ça donnera peut-être rien, là, que vous enleviez le droit à votre fils de jouer au cow-boy ou quelque chose, là. C'était... Puis, en quelque part, c'est vrai, on va dire, on va en Afrique, on trouve que c'est une société violente. Moi, j'ai des amis qui vivent aux États-Unis où il y a des armes, et c'est un des amis de mon mari, c'était à Montréal qui a perdu son... Alors, et puis moi, je vous dis ça comme réflexion, parce que je comprends tout ce que vous dites, c'est exactement ça que je pense, mais je donnais la réflexion des policiers, et ce qu'ils m'avaient dit, c'est vrai, et quand on réfléchit de tout temps, dans le fond de l'Afrique, ils n'ont pas des armes, peut-être qu'ils vont prendre autre chose. C'est-à-dire, c'est vrai que avant d'accuser un peuple au complet, nous aussi, on en a effectivement, là, j'étais d'accord avec. Et je veux dire, faut faire attention, c'est pas peut-être même si on faisait per capita, mais c'est pas nécessairement les armes, c'est puis surveiller plus les gens en désinstitutionnalisation. Merci beaucoup, oui, ça fait merci. Merci Carole. Lorenzo au bout du fil. Lorenzo, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je dis que même si c'est un peu dur de dire, je crois que la mère a un peu contribué à ça parce qu'elle amenait son fils à s'entraîner au fusil avec elle. Vu qu'il est autiste, donc je trouve ça illogique. Puis le culte des armes à feu aux États-Unis, là, ils disent, là, j'ai un pouvoir, je peux faire ce que je veux parce que j'ai un gun. C'est triste, mais ils sont comme ça de culture. Mais moi, c'est ça mon opinion. Merci, Lorenzo. Merci beaucoup. Oui, Joanne, vous acquiescez tantôt quand on parlait là, de la désinstitutionnalisation. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose là aussi. S'il y a un rôle de l'État, c'est bien de protéger ses citoyens et les plus vulnérables d'entre eux, non? Or, qu'est-ce qu'on observe? Même ici, où est-ce qu'on a coupé? En premier dans notre système de santé, on a coupé là. On a désinstitutionnalisé des gens qui en avaient besoin, qui avaient besoin d'un meilleur encadrement. On a à réfléchir aussi là-dessus, sur le rôle de l'État en matière d'encadrement des personnes qui peuvent avoir des élans comme ça, des élans qui peuvent tuer, là. Robert Bernier, on parlait tantôt de culture de violence. Moi, je suis passionné de cinéma. J'adore le cinéma. Je me fais venir des films de partout, de tous les pays. Je lis des livres, des magazines là-dessus. Il n'y a pas un cinéma national qui est aussi obsédé par les guns. C'est ce que je vois, moi. Je ne dis pas qu'il y a une corrélation, là, mais on se promène en Italie, on se promène en France. Les affiches, c'est pas tout le temps quelqu'un qui est là, comme ça, de même, comme ça. On dirait aux États-Unis, souvent, c'est ça. Il y a une banalisation du gun. Joanne Marcotte disait tantôt qu'on veut peut-être les médias, effectivement. On a vu là, ces 2 temporalités, en fait, 2 vitesses qui s'affrontent. Il y a les médias, on est là, nous autres, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. On veut des réponses rapidement, claires. Et les policiers là-bas, ils disent, écoutez, ça prend du temps, c'est une enquête qui est très longue, soyez patients. Donc, là-bas, on est extrêmement prudent. On dévoile goutte à goutte les informations. On attend d'être sûr de ce qu'on
qu'on dit avant de dévoiler vraiment ce qu'on fait. Et écoutez, en même temps, il y avait à New York un point de presse du maire Bloomberg qui, lui, affirme que ça devrait être une priorité pour le prochain mandat d'Obama de vouloir, à tout prix, de devoir en fait, contrôler l'accès aux armes à feu. Selon lui, ça devrait être une priorité du gouvernement. On s'en va tout de suite à la pause. Nous avons reçu plusieurs messages sur notre page Facebook. Michael Turcotte dit « Le registre des armes à feu n'empêchera jamais un meurtrier de tuer. Le problème est dans la tête. Je possède 4 armes et j'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. » Denis Fortin, dans le même ordre d'idée, dit « La Norvège a des lois très strictes et ça n'a pas empêché un fou d'être un fou. » On a au bout du fil Maurice. Maurice, on vous écoute. Vos réactions. Bonjour. Bonjour, la sympathie pour toutes les personnes qui ont eu des décès aux États-Unis. Vous commencez, là. Il y a une affaire, il y a des animateurs, des psychologues, des psychiatres, là, puis des animatrices. Ils font même pas la différence entre un fusil, une carabine et une arme d'assaut. Ça, c'est des armes d'assaut. Ça a 60 balles dans le chargeur. Une carabine, là, il y a 3 balles dans le chargeur. Les mitraillettes, là, t'as même pas le droit d'aller à la chasse avec ça. C'est ça qui est regrettable. Puis le registre des armes à feu, là, ça a coûté 1 milliard. S'il arrive qu'ils veulent en faire un au Québec, ça va coûter encore beaucoup d'argent. Puis au lieu de gaspiller l'argent là-dedans, ben, qu'il y a le don pour la contrebande des armes. On sait que la place qu'ils sont, c'est la même place que le tabac. Puis ça va faire bien plus que bien d'autres choses. Puis M. Brunel, c'est M. Clinton qui avait fait la chose pour les armes d'assaut, là. C'est M. Bush, dans son mandat, qui a laissé tomber. Okay. Merci beaucoup, Maurice. Richard, au bout du fil. Richard, vous écoute. Oui, bonjour, monsieur. Moi, j'approuve, premièrement, qu'est-ce que monsieur vient de dire. Mais tout ça, les armes à feu, monsieur, là, ça commence par l'éducation. Puis l'éducation, là, ça commence à la maison. Puis, regarde aujourd'hui les jeunes, ça joue aux vidéos. Qu'est-ce que c'est? C'est des fusils, c'est des machettes, c'est des mitraillettes, ça finit pas. Après ça, le jeune, il tombe dans la vraie vie. Il est tellement habitué de tout le temps y aller avec la méchanceté puis tout, que lui, à un moment donné, là, il vient décollecter de la vie, là, puis qu'est-ce qu'il voit? Ben, il va... Parce que c'est drôle, il va falloir enregistrer les couteaux de cuisine, il va falloir enregistrer les bêtes de baseball, il va falloir enregistrer les haches, il se tue du monde avec ça à tour de bras. Qui nous débarque de dessus le dos, les chasseurs, puis qui viennent donc vraiment à la source. Richard, merci beaucoup. Robert Bernier, on a reçu parce que il y a un monsieur tantôt qui disait, le premier qui nous a appelé, disait il y a une différence entre une carabine qui est 3 balles dans le chargeur puis une arme semi-automatique. Et comme disait Jean Dion sur notre page Facebook, le 2e amendement de la Constitution américaine a été écrit alors que ça prenait 5 minutes à recharger un mousquet, puis à une époque où les ours se promenaient dans ta cour. Robert Bernier, les pères fondateurs, là, n'avait pas prévu que les gens pouvaient acheter des armes semi-automatiques avec 60 balles dans le chargeur. Ouais. À un moment donné, là, appliquer un texte qui a été écrit en 1780, puis l'appliquer pour aujourd'hui, pour les problématiques d'aujourd'hui, les constitutionnalistes là, qui prennent la Constitution au pied de la lettre, c'est comme les islamistes qui prennent le Coran au pied de la lettre. Le monde a changé depuis le temps des pères fondateurs. Ah, c'est certain. Le Bill of Rights de 1791, finalement, il avait favorisé cet accès aux armes à feu en fonction du fait qu'il craignait qu'une milice organisée pouvait être créée et renverser, finalement, l'État américain et permettant ainsi aux individus de se défendre individuellement et collectivement. Vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne colle pas du tout à la réalité. Mais encore une fois, Richard, il faut revenir à ce management de la violence institutionnelle qui engendre aussi une déshumanisation dans les rapports entre les individus. Et puis, un interlocuteur disait un peu plus tôt, oui, il y a une question d'éducation. Il y a des gens qui ont des armes depuis l'âge de 8 ans, mais ils ont été éduqués à les avoir. Et on le sait, on dit toujours à un enfant, si on l'entraîne à la chasse ou quoi, l'arme, c'est quelque chose dont tu dois craindre. Tu dois craindre l'arme. Et très jeunes, les gens internalisent ces comportements-là et deviennent plus tard de bons citoyens, de bons chasseurs. Écoutez, il y a une question finalement de normalité là-dedans qu'on retrouve plus difficilement aux États-Unis dans une société de 300 millions d'habitants. Joanne Marcotte, là, je veux pas... C'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, puis c'est pas un registre qui va tout régler, puis on aimerait ça avoir une solution miracle, mais si elle existait, je pense que ça se trouverait, on le saurait, si elle existait. Cela dit, les gens, ils ont un rapport... Certains Américains ont un rapport très particulier avec leur Constitution. C'est comme un texte sacré
qu'il faut lire au pied de la lettre. Et là, en 1791, il y a des gens qui ont dit qu'on devrait avoir le droit de s'armer, alors que, comme disait Jean Dion dans notre page Facebook, c'était des mousquets qu'il y avait dans ce temps-là, c'était pas les armes semi-automatiques. Mais là, eux autres disent il faut respecter ça comme si c'était parole d'Évangile, les constitutionnalistes. Ouais, c'est assez tordu, là, cette vision-là de la Constitution américaine. C'est sûr. Vu d'ici, là, moi, je me sens privilégiée de vivre au Québec, au Canada, où on a une restriction dans le port des armes. Je n'irai pas vivre aux États-Unis exactement à cause de ça, parce que j'en ai peur. Moi, je la crains, l'arme. Je crains ça. Et puis, si cet événement-là peut causer un peu une réflexion de leur part, c'est-à-dire en quoi ça brimerait la liberté des individus de se défendre contre un État si, ne serait-ce qu'on limitait le type des armes auxquelles ils auraient droit. Tu sais, le danger ici, c'est que deux camps excessifs s'affrontent. Donc, le plus de port d'armes du tout versus liberté complète de porter des armes. Et c'est ça qui fait que ça ne finit plus par se résoudre parce que tu as une guerre de camps idéologiques, un basé sur la Constitution, l'autre basé sur la soi-disant liberté de se défendre contre un État tyrannique. Et de l'autre côté, des gens qui y vont avec toute une émotion, toute une charge affective, qui finalement, excessivement, là, c'est du côté excessif, ça ne réglera rien non plus. Il y a un Chinois, il y a quelque temps, qui a carrément s'en est pris à des jeunes avec un couteau. De tout temps. C'est ça, comme la dame disait tantôt, il y aurait ça. Mais est-ce que le début d'une réflexion ne pourrait pas être de au moins tenter de diminuer la probabilité que ces gestes-là... Tout à fait. Bien, on s'en va. Les lignes sont pleines. On s'en va à la pause. On prend vos appels tout de suite après. Alors, on a André E. au bout du fil. Alors, madame, on vous écoute. Vos commentaires. Il y a 40 ans, un ami de mon fils avait tué par inadvertance avec un fusil à plomb un petit chat. Je l'ai fait naturaliser et je m'en sers encore pour montrer aux enfants qu'est-ce que la carabine peut faire. Cette semaine, en fin de semaine, j'ai eu 3 amis de mes fils qui m'ont appelé me remercier. Je pense que l'éducation. Puis quand ça ne fait pas, écrivez au gouvernement, pas des fax. Écrivez-le, ça ne coûte rien de timbre pour lui dire qu'on n'est pas d'accord avec qu'on ait enlevé le registre des armes. Merci beaucoup, André. André et maintenant, monsieur, on vous écoute. Bonjour, M. Martineau. Regardez, moi, j'ai plein d'armes à feu dans mon appartement, dans ma maison. J'ai une armoire en acier avec 2 barrures pour barrer mes armes. En plus, les armes, il y a une bébelle spéciale pour barrer la gâchette. Si tu peux pas contrôler tes armes mieux, tes entrepôts n'importe comment, moi, je vois pas besoin d'avoir un contrôle. Il faut commencer par contrôler nos armes à la maison, les entreposer comme supposé. Un gars de 20 ans, il n'aurait pas été capable d'ouvrir l'armoire, à moins d'avoir un set de torches. Puis il n'aurait pas été capable de débarrer les devices après les... C'est ça, parce que là, selon ce qui ressort, c'est qu'il aurait utilisé les armes de sa mère. Donc, ces armes-là n'étaient pas très, très protégées. Merci beaucoup, André. On a Joanne au bout du fil. Joanne, on vous écoute. Oui, bonjour. M. Martineau, félicitations pour votre émission. Écoutez, moi, je pense pas que ça soit au niveau des armes. Oui, il y a un retrait là, des mitraillettes, ça c'est sûr, mais c'est la société finalement. Toutes les personnes, les jeunes là, de 20 ans là, qui s'en vont dans des écoles pour tuer, là, c'est des personnes malades. Ils ont mal à l'âme, ces jeunes-là, ou ils ont des maladies mentales. C'est plus là qu'il faut aller jouer, je pense, dans la société, aller donner plus d'aide à ceux qui sont seuls, à ceux qui ont mal, justement, là, en dedans, là, aux personnes désespérées, aux mères, parce que moi, j'en ai élevé un enfant qui était hyperactif, puis maintenant, je suis pas mal sûre qu'il... Est-ce que vous êtes là? Oui, certainement, on vous écoute, oui. Alors, la maladie mentale, il y en a de plus en plus. Puis c'est là, je pense, qu'il faut aller jouer pour aller travailler là, au niveau de la société. Là. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Robert Bernier, vous le dites, hein, que c'est une société froide, une société inhumaine. Les gens sont traités comme des numéros. Si on ne fait pas l'affaire, on se fait sacrer dehors. Vous remettez ça en question aussi, là, un manque de solidarité dans la société américaine. Moi, écoutez, vous le savez, je trouve que notre système capitaliste est quand même très performant. Il nous amène beaucoup de choses. Mais il y a aussi, bien entendu, des conséquences, finalement, dans son exercice.
Et c'est là la question de l'intensification de la concurrence. On parle souvent de productivité aux États-Unis. Elle est très élevée, ils travaillent, ils ont une culture du travail. Mais finalement, les gens qui ont de la difficulté à s'intégrer dans un tel pattern sont marginalisés à un certain moment donné. Et c'est là que le dépistage devient important, que l'éducation devient très importante. Et pour tout faire cela, ça va prendre des moyens. Mais moi, je pense qu'au niveau du dépistage aux États-Unis et au niveau des maladies mentales, c'est très important parce qu'à la culture des armes à feu, oubliez ça. OK, peut-être pour les fusils d'assaut, mais pour les armes à main, les armes de chasse, si vous voulez, le second amendement va toujours prévaloir. Il y a des pistes aussi. Il y a des psychiatres qui disent que ces jeunes-là qui font ce genre de meurtre-là aussi, le père était très, très absent aussi. C'est peut-être aussi un manque de figure paternelle qui représente comme la loi et l'ordre. Je ne sais pas si c'est ça, c'est une piste de solution, en tout cas, à envisager. On s'en va tout de suite à la Joanne Marcotte, on a reçu un courriel sur notre page Facebook de Pierre Bellavance qui dit « Quant à moi, devant un fou armé, je préférerais être moi-même armé plutôt que d'être pris à attendre la police. » Et ça, il y a des gens aux États-Unis qui disent, au lieu de reculer là, en disant qu'il y a trop d'armes, au contraire, il faudrait permettre aux étudiants d'aller armer à l'école, aux gens d'aller armer sur le lieu de travail et même de porter des gilets pare-balles. C'est assez particulier, là, aussi. Là. Vraiment. Moi, quand j'entends ça, je me demande qu'est-ce qu'on défend quand on dit ça? Est-ce que c'est élevé à un niveau de dogme, le port de l'arme? Je ne sais pas. Je vois mal, moi, comment nos instituteurs et nos directeurs d'école ou directrices d'école soient obligés vraiment de porter une arme au cas où que j'ai pas le goût de vivre dans cette culture-là. Pour ce qui est du registre des armes à feu, il faut que les gens le sachent. Là. Ces armes-là étaient bel et bien enregistrées. Puis pour la dernière chose, de blâmer la société aussi, on n'a jamais vécu dans un monde aussi confortable. On n'a jamais eu un filet social aussi élaboré. Je veux bien là, la question là, des mésadaptés face à une société qui demande à être performant, puis tout ça. Mais il demeure qu'il se peut bien, là, puis je ne suis pas psychiatre, puis je ne suis pas sociologue, puis je ne sais rien de tout ça, là. Mais il me semble qu'en bout de piste, c'est l'individu lui-même qui est mal, là, et puis qu'on devrait pouvoir détecter, oui, dans les familles. Robert Bernier, vous en pensez quoi? Vous savez, il y a un livre écrit par un philosophe américain qui s'appelle « The Better Angels of Our Nature » qui dit que ce gars-là, il regardez les chiffres, il n'y a jamais eu si peu de violence dans nos sociétés. Oui, c'est ça. Si on regarde les médias, on croit qu'on vit dans un monde violent, mais finalement, le monde d'aujourd'hui est beaucoup moins violent qu'il l'était il y a quelques années. Exactement. Oui, ça console pas, c'est partiellement vrai, ça. Ça console Au Canada, effectivement, on connaît une diminution de la violence. Aux États-Unis, c'est différent, dépendant des régions dans lesquelles nous allons, statistiquement parlant. Mais ceci étant dit, on ne peut pas, si vous voulez, évacuer la question de l'éducation, de la prévention, de l'information. On ne peut pas. Mais aux États-Unis, on est dans un cas particulier. Il y a cette institutionnalisation de la violence. Ils appellent ça la violence créatrice ou libératrice, qui se transpose dans leurs forces armées, dans les déploiements, dans la culture profonde de l'individu. Et ça, c'est très difficile. C'est la culture « handgun for travel ». C'est une ancienne émission américaine des années 50. Et c'est très difficile de modifier ces comportements-là. L'héritage des parents vis-à-vis des enfants, ce sont les enfants de la génération qui arrivent, là, qui vont éventuellement, si vous voulez, vraiment prendre conscience de cette situation-là. C'est un changement de culture que ça prendra. On s'en va à la pause. Nous revenons pour la conclusion de l'émission. Avoir un coupable clair, hein. C'est de la faute de la télévision, c'est de la faute du cinéma, c'est de la faute des armes à feu, c'est de la faute du manque d'aide pour les personnes qui sont malades. On ne sait pas, ça doit être un cocktail, effectivement, de tout ça, de tous ces ingrédients-là. Mais comme Joanne le dit, en tout cas, au cours des prochains jours, c'est certainement, il va y avoir, une fois que la poussière va retomber, une réflexion profonde aux États-Unis. Robert Bernier, merci beaucoup. Joanne Marcotte, merci beaucoup. On s'en va tout de suite à pour le meilleur et pour le pire de la journée. Alors, M. Bernier parlait de la culture de la violence. Ben, voici un exemple parfait. Je suis allé il y a quelques mois à Las Vegas. Et vous savez, c'est quoi la nouvelle mode à Las Vegas? Ce n'est pas les bars défeuilleuses, ce sont les shooting galleries. Alors, on annonce là, avec
des affiches format géantes là, de filles en bikini avec un AK-47 dans les mains. Alors, on annonce ces galeries de tir-là. On va vous chercher à votre hôtel en limousine et pour 500 ou 700 $, on vous amène dans une galerie de tir où vous pouvez tirer toutes sortes d'armes à feu, des mitraillettes, des AK-47, des Uzi, des armes semi-automatiques, des armes utilisées par l'armée américaine. Alors, vous pouvez tirer plein de douilles pendant à peu près 1 heure là-dedans. Il y a même des mariages qui sont organisés. Regardez, ça, c'est un couple qui est en train de se marier dans une galerie de tir. Il faut le faire. Il y a des enterrements de vie de garçons, des enterrements de vie de jeunes filles. Bref, c'est rendu un lieu de socialisation. On sort là en famille quasiment et on a beaucoup de fun. Alors, à tirer avec des Uzi, des armes semi-automatiques, lorsqu'on parle de la culture de violence, c'en est un signe vraiment incroyable. Moi, je n'en revenais pas quand j'étais à Las Vegas il y a quelques mois. Et c'est partout, là, sur le strip, là, des grosses affiches de filles en bikini avec des AK-47. Bravo, je pense que là, c'est vraiment